Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 0% foot. Cette semaine, cette émission sera consacrée, donc vous l'aurez compris, au handisport et plus particulièrement à cet événement qui a eu lieu place du Capitole samedi, Handisport en fête. Donc pour cela, nous avons rencontré d'une part Guy Soriano, le président du comité régional handisport, et puis aussi il y avait la présence exceptionnelle de Solène Jean Baquet qui a été médaillée aux derniers Jeux de Vancouver en paralympique. C'est parti. On va parler un petit peu du comité régional handisport Midi-Pyrénées. Il existe depuis combien de temps et quelles sont un petit peu ses fonctions? Il y a combien de sports qui sont dépendants du comité? Alors le comité, il existe depuis 1976. Il avait été créé par le docteur Damien Sanchez. Il y avait à l'époque que 15 associations, il y avait 25 clubs et je vois que maintenant, en 2010, on tourne presque 90 clubs, 1200 licenciés. Je veux dire que ça a pris une ampleur énorme, mais c'est grâce à toutes ces démonstrations, ces initiations qu'on peut faire découvrir la pratique des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap. On parle un petit peu du handisport en France, plus particulièrement ici en Midi-Pyrénées. Est-ce que vous sentez une évolution en termes de pratiquants, en termes d'accessibilité? Comment on se positionne en handisport? Sur le plan national, la région Midi-Pyrénées doit se situer aux alentours du 4e, 5e rang par rapport au nombre de licenciés et du nombre d'associations. Par rapport à l'évolution, la plus grosse évolution, ça a été dans le nombre de disciplines proposées, où on a fait un bond énorme, mais c'est parce que les technologies ont énormément avancé. On arrive à avoir des fauteuils maintenant pratiques spécifiques à chaque pratique d'activité sportive. Alors qu'avant, avec le même fauteuil, on pouvait faire du basket, du tennis, de l'athlétisme, on pouvait faire plusieurs sports. Maintenant, chaque sport a un matériel spécifique. Ensuite, on a des disciplines qui ont été ouvertes à des handicaps différents, comme par exemple pour le handicap visuel. Où on a par le biais des systèmes électroniques des visées laser où on peut faire retirer les personnes malvoyantes et non-voyantes à la carabine et au tir à l'arc. Ça leur permet de faire le biathlon et tout ça. Donc il y a tout un panel de disciplines nouvelles qui est arrivé qui permet à des personnes qui ne pratiquaient pas et qui tout le monde ne peut pas faire du tennis, du basket ou du hand, de pouvoir pratiquer la discipline de leur choix. On va parler un petit peu de l'événement d'aujourd'hui plus particulièrement. Donc c'est la 10e édition. Vous pouvez nous présenter un petit peu cet événement? À quoi il sert finalement? Quel est le but pour vous de cette journée? La journée handisport en fait, on veut que ce soit la fête du sport, la fête du handisport. On ne veut pas faire du voyeurisme, montrer des personnes handicapées. On veut montrer des sportifs qui pratiquent une activité physique et sportive. Donc vous allez voir, au cours de l'après-midi, de véritables champions qui ont un palmarès énorme, qui ont des champions d'Europe, champions du monde, des champions paralympiques, vous allez en voir, ce sont de véritables sportifs. Le but de cette journée, c'est de profiter de ces personnes qui sont un peu la locomotive de notre comité pour pouvoir, et par le biais aussi de la presse, et donc vous avez un rôle très important, de pouvoir faire savoir aux personnes qui ne pratiquent rien, qui sont chez elles, qu'elles peuvent, quel que soit le handicap, pratiquer une activité physique et sportive. Et là c'est important et c'est le rôle le plus important de cette journée. Faire savoir qu'on peut sortir de l'isolement, on peut sortir du handicap, on peut pratiquer une activité physique et sportive. Vous êtes aussi vice-président du comité régional olympique et sportif. Ça démontre qu'en Midi-Pyrénées, on s'attache particulièrement au handisport? Oui, si on parle du sport du comité olympique, je suis vice-président. Donc par rapport à cette organisation, on a un grand nombre de ligues qui nous aident, comme la ligue de basket, on a monté les panneaux de basket, la ligue de tennis, 1000 cours de tennis, on a le hand, on a la natation. On n'est plus considéré, moi je vois, comme personne handicapée, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais comme sportif à part entière. Et ça, c'est très important. Comment expliquer aujourd'hui qu'avec les très bons résultats qu'on a aux Jeux paralympiques, le handisport pour autant ne semble pas plus médiatisé par la presse, plus connu du grand public? Oui, alors autant tout à l'heure c'était bénéfique, je dis le rôle de la presse pour rentrer dans les familles et pouvoir
montrer ce qu'on fait en handisport. Autant je veux dire que la presse ne s'intéresse et en grande partie qu'au sport de haut niveau, et on a peut-être la chance et nous la malchance d'avoir une très grande richesse de sport de haut niveau dans la région de Toulouse et sa proche banlieue, avec comme le basket, le hand, le rugby à 15, le rugby à 13, toutes ces disciplines. Et donc c'est au détriment des petites ligues et des petites fédérations. Donc on n'est pas moins lotis que les autres, on est au même rang, et c'est dommage, je le regrette. C'est pour ça que je vous remercie d'être là. Pour parler de dernière chose, là c'est la 10e édition cette année. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que les gens auront l'occasion de voir pour le 10e anniversaire? Il y a quelque chose de prévu de particulier ou pas? Non, alors bon, on avait prévu un saut en parachute, et donc on a eu juste ce qu'on attendait, et on vient juste de l'annuler. Le plafond est trop bas, et donc la direction de l'aviation civile a refusé le saut pour des raisons de sécurité. Je crois que c'est la chose la plus importante. Donc on va continuer à faire nos activités, à démonter, mais je vois que le grand bonheur, c'est qu'il y ait déjà ce matin tout ce monde placé du Capitole et qui vient honorer un peu tous nos sportifs. Donc dernière chose, parler un petit peu des disciplines toutes récentes du handisport. On a cette chance à Midi-Pyrénées où, comme je dis, comme je fais partie du comité olympique, et d'autres ligues qui créent des disciplines. Et donc comme le hand en fauteuil qui n'existe pas, donc on a à Midi-Pyrénées, on avait le rugby à 15, on a maintenant le ball trap qui va se lancer, où il va y avoir un championnat. Il y a le badminton où on est aussi la première région à avoir lancé le championnat Midi-Pyrénées de badminton. Donc, et avec un tournoi international qui s'est fait pour Pâques, où il y avait une centaine de participants. Je veux dire qu'il y a toutes ces activités, il y a le speedball, il y a le badminton. C'est très porteur. Selon toi, en quoi c'est important de faire un tel événement à Toulouse? Mais en fait, déjà l'handisport est très peu connu et peu médiatisé, donc du coup c'est l'occasion, surtout sur la place du Capitole, les gens passent et ils vont regarder en fait ce que c'est. Comme ça montre qu'il y a pas mal de disciplines et qu'il y a des handicapés qui font du sport. Justement, toi aujourd'hui, tu as remporté pas mal de médailles, que ce soit au dernier JO ou ceux qui viennent de se dérouler à Vancouver il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, tu es vu par les gens comme une sportive de haut niveau, comment un petit peu te voient les gens? Comment toi en tout cas tu as l'impression que les gens te voient? Mais les gens du milieu handisport en fait vont nous voir comme des athlètes de haut niveau, et les gens les autres personnes vont nous voir comme plus le côté handicapé et la personne qui a du courage et qui va nous mettre un sportif dans le second plan en fait. Justement aujourd'hui, pour expliquer un petit peu aux gens, au niveau entraînement, ça te prend combien de temps par semaine? Peut-être que là c'est un peu plus lâche en ce moment, mais... Là maintenant, là c'est repos, mais en fait, mais en effectif en fait j'ai été 3 semaines chez mes parents quoi, dans l'hiver, en gros. C'est-à-dire que ça commence, la saison commence vraiment mi-octobre, et on fait une semaine sur 2 de ski, et après à partir de décembre c'est tout le temps, tous les jours. Donc c'est le même entraînement qu'un sportif valide. C'est autant d'investissement et peu de reconnaissance en fait. Justement, comment ça se passe avec les sportifs valides qui font du ski comme toi, les autres skieurs? Comment un peu quand vous voyez, comment vous en parlez? En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on ne se connaît pas, comme c'est pas la même fédération. Et du coup, des deux côtés, on se dit que c'est dommage parce que d'un côté comme d'un autre, on pourrait faire des entraînements communs et ça serait enrichissant pour tout le monde. Et puis eux, ils nous voient, par contre, nous voient comme des sportifs de haut niveau à part entière en fait. L'approche entre un skieur, on va dire entre guillemets valide et toi, elle est différente dans la manière d'aborder une compétition, dans la manière de skier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, moi je m'entraîne dans un club valide. Du coup, depuis toute petite, je faisais tout le temps les courses en valide. Du coup, j'ai une approche différente puisque je suis rentrée dans le milieu du ski par le côté,
Par la force valide. des choses ensuite. Et après, ben moi, je vais avoir besoin de beaucoup plus d'entraînement que sur je sais pas, sur un truc précis par rapport à eux, parce qu'en fait, le temps que j'intègre au niveau moteur, ça va être beaucoup plus long. Dernière chose, les prochaines compétitions, les prochains gros événements pour toi, c'est quoi là? Bah là déjà c'est mes examens. Je suis en école de kiné en fait à Toulouse. Et après l'année prochaine les championnats du monde en fin janvier. Ouais, l'objectif c'est quoi? Essayer de conquérir l'or. Ouais. En espérant que les croisés tiennent d'ici là? De toute façon j'ai pas le choix. Soit ça tient, soit j'arrête. Donc voilà. Bonjour Paul, on se retrouve pour notre habituelle chronique spéciale rugby comme tous les lundis. Donc on fait notre petit tour des championnats régionaux. Alors il n'y avait pas de Fédéral 1 cette semaine, par contre il y avait déjà Fédéral 2 avec notamment le FCTT qui s'impose. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur cette Fédéral 2? Le FCTT a battu Pézenas 19-15 et assure quasiment son maintien grâce à ce match. On sait qu'ils étaient juste un point au-dessus du premier relégable, donc c'était assez dur pour eux. Et là, ils ont su battre Pézenas et remporter vraiment un match très important pour le maintien. Dans la poule 7, ensuite, Blagnac continue à dominer cette poule avec sa victoire contre Bagnères 46-12. Et assied vraiment sa première place et pourra attaquer les phases finales avec pas mal d'avance. Et ensuite l'Île Jourdain a battu le Boucau-Tarnos 28-11, ce qui permet à l'Île Jourdain de remonter à la 4e place et d'avoir un matelas confortable pour cette qualification pour les phases finales. Alors ensuite il y avait de la Fédérale 3, alors en poule 1 il y avait le match, on va pas dire de tous les dangers, mais presque en tout cas entre deux clubs qui s'en sortent juste. Et encore que, on va en dire un petit mot, il se peut qu'il y ait un petit changement à l'intersaison. Alors c'était le match entre le RCSP, donc le Racing Club Salvetat Plaisance, et Riom, avec une victoire de la Salvetat à domicile. Oui, normalement sportivement les deux équipes étaient maintenues au niveau des points mathématiquement. Mais il se trouve qu'il se dit que le championnat pourrait changer et donc que le 10e pourrait être relégué. Donc c'est sous un peu ce problème que le match s'est déroulé avec un peu de tension. Et la Salvetat a su prendre les choses en main en première mi-temps en prenant le large. Riom est revenu, mais la Salvetat a réussi à s'imposer tout de même 12-9 donc à domicile contre les Riomois. Dans cette même poule, il y avait un autre match qui était disputé. Julian face à Grenade, comment ça s'est passé? Julian a battu Grenade, se maintenant ainsi également. Par contre, Grenade, même malgré leur défaite, se qualifie pour les phases finales puisqu'il termine 6e de la poule, dernière place qualificative. Bon, une poule en tout cas qui nous aura tenu en haleine toute la saison. On va passer maintenant à la poule 3 avec Muret qui jouait à l'extérieur et ça s'est pas très bien passé. Muret s'est incliné à Le Boulou sur le score de 28-14, mais comme Muret a fait une belle saison, ils sont tout de même 5e, finissent 5e donc cette phase qualificative et se qualifient ainsi pour les phases finales. Et ensuite donc dans la poule 4, c'est Balma qui se déplaçait à Verfeil, qui a perdu 16-10, mais eux aussi étaient déjà qualifiés pour les phases finales, donc c'est une bonne nouvelle. Et le TUC a gagné contre Nègrepelisse à domicile sur le score de 52-19, eux qui jouaient le maintien et qui ne pourront pas se qualifier. Voilà, donc pour ce qui est de la fédérale, bien, ces équipes qui ne sont pas qualifiées, on va dire saison quasi terminée et on peut passer déjà à l'année prochaine. Et pour les autres, ce sera les playoffs bien évidemment. On va faire un petit point sur le championnat pro cette fois-ci, le top 14 qui a livré là aussi sa dernière journée. Alors comment ça s'est passé pour nos clubs régionaux? Alors Montauban, dont on parlait depuis quelques semaines à cause de ses problèmes financiers, avait le match décisif pour son maintien sportif entre guillemets. Et ils ne se sont pas échappés, ils ont réussi à battre Bayonne assez largement, 20-8. Et donc ils se sauvent sportivement, mais il faut attendre encore quelques semaines, savoir si le conseil administratif de Montauban réussit à trouver les fonds nécessaires
au maintien financier. Ce qui est sûr, c'est que le club ne jouera pas en Fédéral 1 la saison prochaine, puisque s'ils sont rétrogradés financièrement, ils joueront qu'en Pro D2. Par contre, si jamais ils doivent déposer le bilan, ils joueraient ainsi en Fédéral 3. Ensuite, on avait la confrontation, là aussi très attendue pour connaître qui allait recevoir à domicile le quart de finale des playoffs de Top 14. Le Stade Toulousain qui a réussi à arriver un petit peu à bout de cette équipe castres. Oui, le Stade Toulousain malmené en début de match, qui était mené à la mi-temps et qui a su renverser la tendance pour gagner 25-17 et s'imposer, ma foi, logiquement, mais avec pas mal de difficultés. Et donc le Stade Toulousain recevra le Castres Olympique lors de ce quart de finale. Mais bon, on aurait pu se dire que de toute façon, si ils avaient perdu, le Castres Olympique aurait sûrement demandé à faire le match au Stadium. Donc finalement, ça revient au même. Voilà, c'était donc 0% foot. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.